parfois le petit fait rire et on arrête l'agressivité. Parfois ça la décuple. Tu vas pas te foutre de moi en plus. Hop, terminé. Essayez dans vos scènes conjugales l'humour, vous allez voir. Si ça marche, bingo, ça s'arrête. Si ça marche pas, ça se décuple, hein, parce qu'effectivement, dans ce mécanisme-là, l'autre interprète l'humour comme une nouvelle agression en disant non seulement tu m'as fait ça, mais en plus tu te fous de moi. Et donc, effectivement, l'enfant va très vite apprendre que l'humour est une arme à double tranchant. On ne fait pas ce qu'on veut avec de l'humour. On ne fait pas ce qu'on souhaite. Et surtout, on va le construire en tenant compte de ce qui font les règles de l'autre. Alors, ce qui fait rire le petit enfant, on l'a dit, c'est le jeter en l'air, c'est les chatouilles, c'est les rituels, la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, on va... Vous pouvez aussi changer votre voix en racontant les histoires, ça marche très bien. Vous racontez une voix, vous prenez une voix de sorcière. Tiens, d'ailleurs, est-ce que les enfants ont peur des sorcières, selon vous? Oui, non? Non? Oui? Très partagé, on ne sait pas très bien, effectivement. Alors, ils ont peur des sorcières, mais pourquoi ont-ils peur des sorcières? Qu'est-ce qui fait peur chez une sorcière? Oui, c'est verru, elle est laide, hein, la sorcière. Alors, si vous pensez que la laideur fait peur aux enfants, on doit supposer que les enfants qui ont une maman pas terrible, il y en a, ont peur de leur maman. Or, c'est pas vrai. Les enfants n'ont absolument peur de pas peur de leur maman, même si elle n'est pas terrible, parce que les enfants ne conçoivent pas ce qu'est la laideur. Ils conçoivent ce qu'est la transformation. Ça veut dire si vous vous transformez, si un personnage devient un autre. Blanche-Neige est terrorisante parce que c'est un personnage qui se transforme en un autre personnage. Quand vous changez votre voix en racontant une histoire, les enfants trouvent ça drôle parce que vous reprenez votre voix normale. Et là, au moment où ils rient, c'est quand ils perçoivent que vous êtes capable de revenir de l'incongru dans du familier. Ça fait rire. Mais de l'incongru qui devient permanent, ça terrifie. C'est pour ça que l'enfant va d'abord rire de tout ce qui est ritualisé. La petite bête qui monte, coucou bœuf, j'ai cru voir un gros mulet, vous allez retrouver dans tous les films, hein, vous aurez la souris qui court derrière le chat ou le chat qui court derrière la souris, et jamais l'un ne va rattraper l'autre. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que imaginez que Tom mange Jerry ou Jerry mange Tom, je ne connais plus très bien qui fait quoi, mais c'est fini. D'une part, le film est fini, d'autre part, ça ne fera pas rire les enfants. Ce que les enfants veulent voir, c'est une scène ritualisée qui se construit et qui se termine toujours de la même façon, avec un élément d'incongruité. Les cartoons montrent très bien ça. C'est de l'incongru dans du familier, dans du routinier. C'est ce qui va faire rire l'enfant, ce qui va apprendre progressivement, effectivement, à manier. L'adolescent passant un cap supplémentaire, qu'est-ce qui fait rire les adolescents? Précisément, ce qui va angoisser les adultes. Les adolescents vont se mettre à rire de ce qui nous fait peur. La mort, le sexe, la maladie. Ça, ils vont en rire beaucoup, énormément, ce qui va dérouter l'adulte. Hein. Chaque adulte a beaucoup de difficultés avec la génération adolescente qui succède. Hein. Ce n'est pas vrai de notre époque, c'est vrai de toutes les époques. Quand je fais des conférences sur l'adolescence, je commence toujours par un texte où on parle d'un théoricien de la pédagogie explique qu'il n'a pas peur de mourir, parce que mourir, c'est pas si terrible que ça, mais il a peur de laisser le monde à ces jeunes-là. Alors ça, c'est effectivement terriblement effrayant de faire en sorte que ces jeunes irresponsables vont nous remplacer. Et cet auteur, c'est Pline l'Ancien, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, cette espèce de peur de cette génération qui a pour fonction, finalement, de piétiner ce qui nous angoisse en permanence, de faire en sorte que le monde change. Et donc, effectivement, ils vont se mettre à rire, par exemple, de ce qui ne nous fait pas rire du tout. Qu'est-ce qui nous angoisse? Incertitude, finitude, solitude. On est un produit fini, on va mourir tous, on ne sait pas quand, et les gens qu'on aime vont mourir aussi. Alors, je ne reste pas longtemps sur ce thème-là parce que ça plombe l'ambiance, donc, parce qu'on sait qu'on va devoir vivre avec ça. On va devoir vivre avec ça, et comme ça nous angoisse, on va très très peu en parler à nos enfants. On va pas utiliser d'ailleurs le mot mort, hein. On va utiliser des périphrases. Les mamies s'éteignent. Mamie s'est éteinte. Alors, mamie était sans doute une bougie. Elle est partie faire un grand voyage. Donc elle va sûrement revenir. Où nos enfants apprennent la mort? Où est-ce qu'ils apprennent? Avec les animaux. Alors ça c'est très bien si vous offrez des animaux mortels. Hein. N'achetez pas une tortue à vos enfants, votre enfant sera peut-être mort avant. Donc évitez la tortue. N'offrez pas non plus l'animal mort, ça c'est cruel.
Offrez un enfant mortel, pas un enfant, un animal mortel, et vous attendez qu'il meure, et vous observez effectivement ce qu'est la conscience de la mort, qu'on a connue dans notre génération, hein, dans lequel on enterrait des petits oiseaux, on ritualisait la mort, et on la voyait. Un de mes collègues mexicains me dit toujours, mais je ne comprends pas comment vous ne montrez pas vos morts aux enfants. Vous ne les montrez pas, nous on les montre, pas pour qu'ils n'aient plus peur de la mort, ils ont toujours peur de la mort, mais pour qu'ils n'aient pas peur de la mort. L'angoisse, c'est la peur de la peur. Effectivement, lorsque on ne dit pas, lorsqu'on ne prononce pas le mot, lorsque vous ne dites pas « mamie est morte », c'est épouvantable apparemment comme phrase, c'est pourtant ce qui contient l'angoisse, le mot. Quand on a voulu maîtriser les animaux, on leur a donné des noms. C'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps à les classifier, à leur donner des noms différents pour maîtriser à partir du mot le contenu d'angoisse que ça générait. Eh bien, la mort, effectivement, génère nos sociétés. Les enfants l'apprennent par eux-mêmes. À la télé, Bambi, vous connaissez tous Bambi, hein? Bon, ta mère est morte, va voir ta tante. Et vous avez une scène qui dit simplement, de manière terriblement économique, ce qu'est la mort. Avec des enfants, 3, 4, 5 ans, qui vont regarder tout seuls Bambi, hein? Et puis qui vont aller chercher un adulte. Quand on a fixé des caméras sur les télévisions, on a constaté que les enfants cherchaient un adulte à ce moment-là. Ils font ce qu'on appelle une écoute flottante, et puis ils ont cette scène terrible, et puis là, ils ne regardent pas, ils font autre chose. Et puis ils reviennent au moment où Pampan patine sur la glace, etc. Et ils font ce que Boris Cyrulnik appelle une métamorphose de traumatisme. Ce qui les a traumatisés, ils en font autre chose. Et donc, on a tous ce souvenir de Bambi comme étant quelque chose de très frais, avec des scènes très fraîches. Ce n'était pas du tout prévu la télévision et le vidéo. Hein. C'était prévu le cinéma avec Walt Disney. Donc un spectacle impliquant, parce que l'image vient de derrière vous, événementiel et en présence d'un adulte. Tous les gens de ma génération se rappellent de l'adulte qui les accompagnait pour aller voir Bambi. Tout le monde s'est identifié. Les enfants actuels le regardent tout seuls et vont l'apprivoiser par la répétition. Ils vont répéter en permanence la scène. Qu'est-ce qu'ils ont appris avec Bambi? Le définitif non-retour, ta mère, tu la reverras jamais. Et deuxième chose, l'amour ne protège pas de la mort. Tu peux aimer les gens tant que tu veux. Ça ne les empêche pas de mourir. C'est quand même énorme comme apprentissage. Eh bien, les enfants dits postmodernes font cet apprentissage tout seuls dans des conditions de télévision, alors que les enfants de notre génération ancienne le faisaient dans un cadre encadré, impliquant, la télévision est un spectacle expliquant, hein, l'image vient de la boîte et vient vers vous. Le cinéma, c'est impliquant, vous êtes projeté dans l'image, ce qui fait que les enfants pleurent d'ailleurs au cinéma très souvent, parce que c'est une expérience très difficile pour eux. Et donc le fait simplement de banaliser la mort, eh bien, va induire des mécanismes qui font que soit on va l'évacuer et regarder Franklin. Vous connaissez Franklin, une tortue un petit peu neuneux, là, avec quelques copains. Comment bien, il fait ses lacets tout seul. Mais ça c'est bien, ça apprend aux enfants à faire leurs lacets. Ça apprend aussi des choses parfois un peu plus ambiguës. Quand vous avez la grand-mère de Franklin, dans Franklin et autour du lac, est très très malade. Et Franklin, qui est très courageux, va aller chercher les secrets de la grand-mère de l'autre côté du lac avec son copain Martin. Il y a une espèce d'escargot, il y a une bande de copains. Et puis, il leur arrive plein d'aventures et il trouve les secrets de grand-mère, il lui ramène. Et la grand-mère a le mauvais goût d'aller beaucoup mieux et de ne pas mourir du tout. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Tu peux éviter la mort de ta grand-mère, hein, si tu es courageux. Et quand il sera confronté à une mort réelle, il devra bien se débrouiller avec cette idée-là, dont on aura voulu, en tant que parent, le préserver. C'est ce qu'on appelle, nous, le syndrome du poisson rouge. Vous savez que le poisson rouge est l'animal de compagnie qui s'est le plus multiplié dans les familles. Pour un poisson rouge, il y a 20 ans, vous en avez 8 actuellement. Parce que c'est moins risqué qu'un chien ou un chat. Parce que s'il meurt, vous le remplacez et vous dites « Regarde, il n'est pas mort ». Et l'enfant n'y a vu que du feu. On évacue l'image de la mort de plus en plus chez nos enfants. Et d'où, à l'adolescence, on va constater effectivement l'apparition d'abord de personnages comme Voldemort, celui dont je ne prononce pas le nom, mais je vais en parler tout le temps. Et puis une faculté, une aptitude à rire de la mort et à projeter ça ailleurs, effectivement, que dans un espace dramatique, parce qu'il faut bien en faire quelque chose.